Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast où on parle de l'histoire des gens d'horizons très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Pour cet épisode précis, on a directement commencé à parler de compétition avec Julius, mais ne vous inquiétez pas, on fait sa présentation quelques secondes après. Et si ça vous intéresse, je l'avais déjà reçu sur le podcast, donc vous pouvez écouter son histoire sur le précédent épisode avec lui. Allez, bon épisode. Tu vois, ces histoires de compétition, oui, je fais du jiu-jitsu brésilien, je sais de quoi il en retourne dans ce sport et les besoins pour le sport, les besoins en compétition, le besoin d'être au poids, mais d'être au poids en étant en forme derrière. Parce que dans ce genre de compétition, je parle bien pour le jiu-jitsu brésilien, tu te pèses et tu combats dans les 10, 15, 20 minutes qui suivent. Donc tu peux pas te permettre de faire une déshydratation ou un régime drastique pour arriver comme un raisin sec, tu vois. Et ensuite, quand tu es sur le tatami, ben, le gars en face, il veut t'étrangler, il veut te faire des clés d'articulation et autres. Donc, tu dois pouvoir exprimer ton plein potentiel. Et mon boulot, avec ces athlètes que je suis, alors je parle d'athlètes, mais en fait, c'est pour la plupart des gens du quotidien, tu vois, qui sont vraiment passionnés par leur sport et qui, quand moi j'analyse leur situation, quoi, parce que ce sont mes clients, hein, je prends en revue le temps d'entraînement, l'hydratation, le sommeil et tout. On pourrait presque considérer qu'ils sont semi-pro, voire professionnels, avec le temps passé et attribué à cette préparation. Donc, ça demande énormément de travail pour certains, pour des histoires de rééquilibrage alimentaire, planifier la nutrition la veille, le matin avant la pesée, si tu es au poids, si tu n'es pas au poids, comment te réhydrater au mieux et avoir le plus de micronutriments entre le moment de la pesée et le temps du combat. Et puis si tu gagnes ton combat, tu sais que tu as d'autres combats derrière. Donc en fait, c'est pas juste exprimer ton plein potentiel pendant 5 ou 10 minutes, c'est pouvoir répéter plusieurs fois cet effort. Et donc ça veut dire qu'en amont, il y a de la préparation. Alors ça, c'est leur boulot aussi de préparation physique et d'entraînement technique, mais aussi en s'habituant sur le moyen long terme, avoir un bon, comment dire, des bonnes habitudes alimentaires, et ben ça permet d'avoir un physique qui fonctionne à son plein potentiel. Et donc, en fait, quand tu arrives le jour de la compétition, c'est beaucoup plus facile. Comme je dis, quoi, c'est pendant la paix que tu prépares le temps de guerre. Ouais. Tu vois. Et donc, en fait, il faut se dire que ce que tu fais aujourd'hui comme petites habitudes, c'est des habitudes que tu acquiers sur le long terme et qui paieront plus tard. Là, je te parlais de compétition, mais ça peut très bien être pour la vie au final. La guerre, la compétition, c'est la vie où à un moment donné, tout part en vrille, tu as un excès de travail, il y a un problème de santé dans ta famille que tu dois gérer. Et donc là, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les automatismes qui vont entrer en jeu. Et si déjà tes automatismes alimentaires sont pas maîtrisés, quand tu auras des grosses phases de stress, bah, tu reviendras sur tes automatismes passés. Dire ok, fast food, oh, je mange pas, je bois pas, je compense avec le café, voilà. Tandis que si tu as un rituel, et ben en fait, sous moment de stress intense, et bien en fait, les automatismes reviendront. Tu sais que tout sera pas parfait, mais déjà tu auras préparé ton corps en amont. Et le moment venu, tu sais que déjà tes choix seront beaucoup plus sains et te permettront de faire face à cette situation. C'est mon point de vue. Oui, non, je suis carrément d'accord. Bah, mesdames et messieurs, hein, Julius, hein, on a commencé direct dans le vif du sujet, préparer la guerre pendant la paix, et que ça s'extrapole pas que à la compétition, mais effectivement à la vie en général. Julius, du coup, c'est le deuxième épisode avec toi. On en avait déjà fait un. Chers auditeurs, si vous voulez, vous allez regarder sur Vilain Canard les podcasts, et puis vous verrez qu'on a déjà parlé de son histoire. Et aujourd'hui, du coup, on va peut-être parler d'autres choses plus liées au sport, à la naturopathie et tout ça. Julius, encore merci d'être là. Merci à toi. Écoute, je vais te poser une question simple. C'est juste pour relancer le truc. Tout simplement, même si on en a déjà parlé, mais qui es-tu et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Alors, je suis Julius de Purple Bell Kitchen. Je suis naturopathe, conseiller en nutrition, père de famille, très important, et un sportif
passionné. Sportif passionné. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je fais du sport depuis que j'ai 6 ans. Tout au long de ma vie, j'en ai fait en compétition. J'ai touché un peu à tous les sports, sport de combat, sport collectif, sport d'endurance. Voilà. Et qu'est-ce qui me fait vibrer? En fait, je pense que ma mission de vie, la chose qui me fait vibrer, c'est aider les autres. Mais pas de n'importe quelle façon. Pas de n'importe quelle façon. Aider les autres à devenir meilleur que moi je n'ai été. Tu vois, j'ai peut-être je dis que je vis sans regret, mais si je devais verbaliser quelque chose que je n'ai pas accompli dans ma vie, c'est d'avoir été un athlète de très haut niveau, un sportif de très haut niveau, tu vois. Euh, et puis maintenant, c'est trop tard, faut pas se voiler la face. J'ai 41 ans, on sait que le plein potentiel physique, hein, je parle potentiel physique, c'est entre 25 et 35 ans, voilà, en fonction des sports, bien évidemment. Mm. Mais au cours de ces 20 dernières années, j'ai acquis tellement d'expérience dans le domaine du sport, de la préparation physique, de la santé, de la nutrition sportive, de la nutrition tout court au final, que j'ai envie, ça me fait vibrer d'aider les gens à se développer, à découvrir des nouvelles facettes d'eux-mêmes, euh, d'exploiter vraiment leur plein potentiel. C'est vraiment des mots que j'utilise beaucoup, c'est le plein potentiel. Et pour en venir à ce qu'on a, les choses avec lesquelles on a débuté cet entretien, la compétition, tu vois, en ce moment, il y a une compétition. Il y a des personnes qui m'avaient sollicité 3 à 4 mois avant la compète pour la préparer. Et ben, moi, à peine ils sont sur le podium, ils descendent. Je suis une des premières personnes à qui ils envoient la photo, merci et autres. Alors moi, j'y suis pour rien parce que c'est un sport dans le jiu-jitsu brésilien, c'est très technique. Tu sais, c'est de l'opposition aussi, donc tout dépend aussi de l'adversaire que tu as en face. Mm. Mais quand les gens comparent entre la personne qu'ils étaient il y a plusieurs mois en arrière et qui ils sont devenus maintenant, le niveau d'énergie qu'ils ont réussi à déployer, la préparation physique, la préparation à cette compétition qui s'est passée dans les meilleures conditions, sans blessure, en forme, avec un sommeil réparateur, tu vois, pas de douleur, pas de courbature. Euh, et ben ça, je pense qu'ils en pleine conscience et puis voilà. Et mon but, c'est pas d'avoir les remerciements. Ce qui me fait vibrer, c'est quand je les vois à la fin, qu'ils sont contents, ils sont sur le podium et super. Parce qu'en fait, le podium n'est qu'une étape. Et en fait, ça leur permet à ces personnes d'être une nouvelle personne. Et c'est leur nouvelle base, tu vois, leur nouvelle base de référence qui va leur donner une base santé, une base physique, une base de confiance. Et sur cette base de confiance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se dire, OK, ça, c'est mon nouveau standard. C'est mon nouveau standard. Et quand tu as un standard très haut, eh ben, ça va te pousser vers quoi? Vers plus haut, tu vois. Et ça, franchement, rien que d'en parler, ça me met la banane, quoi. Ouais, mais c'est super. C'est vrai que ça doit être assez génial de pouvoir, de pouvoir aider des gens, hein, parce que finalement, je pense que c'est un peu la chose la plus gratifiante que tu puisses faire, c'est aider des gens, comme tu l'as dit, à devenir meilleurs. C'est vrai que ça doit être sacrément épanouissant, sacrément gratifiant. Et ouais, ouais, je comprends tout à fait ce que tu ressens quand t'as quand même ta part à jouer, hein, malgré ce que tu dis. Alors, le jiu-jitsu, ok, ouais, c'est technique et tout, mais bon, t'as quand même beaucoup ta part à jouer, à mon avis, comme tu dis, au-delà du jiu-jitsu, voilà, que la personne monte ses standards et devienne de mieux en mieux, en fait, qu'elle aille vers Ça, c'est le clair. Et mieux-être. tu vois, je te coupe, mais Ouais, c'est valable pour cette confiance et monter leur standard au niveau du sport. Mais comme, comme je te disais, ça représente une grande partie dans leur vie. mm, À partir du moment où il y a une majeure partie de ta vie qui monte en standard, et ben ça pousse tout le reste vers le haut, tu vois. Ta vie ouais. familiale, ta vie professionnelle, comment tu te comportes au quotidien avec les autres, tu vois, franchement, c'est c'est vraiment épanouissant. Et autre chose par rapport à ce que tu dis sur la part que je joue, effectivement, bah, moi j'apporte ma pierre à l'édifice, mais aussi parce que les gens ont fait l'effort Oui, eux-mêmes de venir me solliciter, tu vois. oui. Mais c'est vraiment tout récent que j'ai vraiment cette sensation encore plus forte de satisfaction, tu vois. Parce que même toi, je fais de la compétition, j'en ai encore fait une au mois de novembre, Ok. ou octobre ou novembre, mais c'est plus pareil qu'avant, tu vois. C'est plus pareil qu'avant. Voilà, quand j'y vais pas pour perdre. Mais
je joue pas ma vie non plus, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Quand je suis sur le tatami en train de de combattre avec la personne, oui, je vais y aller, quoi. Je vais y Mm. aller. Mais je sais qu'à la fin, je vais pas mourir. Je sais que ma famille pourra manger même si je perds. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais que dernièrement, j'éprouve plus de satisfaction à ce que mes clients gagnent que moi-même au final. Tu vois? Ah ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est un petit Oui, peu oui, comme oui. on se dépasse. Et là, je me dis, Ouais, ouais, ok, ouais. c'est bon, Julius, t'es en train de devenir mature là, tu vois. Oui, non, mais c'est ça, ça fait un peu, enfin, sans rentrer dans les clichés, mais ça fait un peu, tu vécu ta vie et maintenant, bah, tu continues à la vivre quand même, mais tu commences à être dans la phase de transmission C'est ça. qui, je pense, est tout aussi, gratifiante, quoi. Enfin, en tout cas, quand tu as eu une vie qui t'a plu et qui t'a épanoui et toi, c'est le cas, donc ouais, ouais, carrément. Bon, bah, écoute, Julius, alors, on avait parlé de ton histoire dans le précédent, podcast. On n'avait pas trop parlé de naturopathie, tout ça, et de sport, tout ça, mais on a un petit peu, mais pas en détail. Du coup, j'ai envie de te poser ma première question. On va commencer simple. La naturopathie, c'est quoi? Alors, c'est simple et c'est pas si simple parce que, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la naturopathie pour toi? Je te demande pas de faire une définition qui soit la vérité absolue dans tous les continents, etc. C'est quoi pour toi? Et puis, quelle est un peu l'approche? Parce que je te demande ça parce que on voit qu'en naturopathie, il y a certaines personnes qui vont croire qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une approche symptomatique, heu, mais en utilisant des outils naturels, par exemple, je sais pas, des huiles essentielles ou des herbes ou des trucs. Donc, c'est un peu l'approche symptomatique, classique où, et j'ai rien contre, hein, mais bah, tu mal quelque part, ah bah tiens, bah, mets ça sur le bobo et puis on va faire passer le symptôme. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Tout à Donc, fait. voilà. Donc, qu'est-ce que la naturopathie et quelles sont un petit peu les différentes approches qui peuvent exister et puis quelle est la tienne? Voilà. Alors, c'est un sujet très très vaste, comme tu l'as Mais dit. oui, Pour moi, pour moi, ma naturopathie, oui, pour toi, ouais. c'est la prise en charge à 360 degrés des personnes. C'est une méthode de prévention, donc et causaliste et non symptomatique. C'est aussi simple que ça. Et en agissant avec de manière la plus naturelle possible. Donc, on agit de manière holistique, on est causaliste et on agit de manière naturelle. Voilà. Pour moi, ça c'est la base. Effectivement, comme tu le dis, on a l'image du naturopathe avec les huiles essentielles et tout, où on va agir sur le côté symptomatique. Il faut apaiser le symptôme. Et ça fait partie aussi de ma naturopathie, puisque quand quelqu'un te sollicite, tu trouves la cause, mais il y a toujours des conséquences. Et la personne, quand elle vient te voir, à la base, c'est pour les symptômes, les conséquences. Donc, il faut quand même aider la personne à apaiser ce symptôme, tout en lui faisant comprendre qu'il y a une cause à ce symptôme, et qu'en agissant sur la cause, on aura potentiellement moins de symptômes ou plus du tout de symptômes, si ce symptôme est chronique. Puisqu'à toute chronicité de symptômes, ça correspond à une chronicité du style de vie, aux Mmh. habitudes, bien évidemment. Ça, c'est mon approche, et je pense qu'elle est commune à quand même pas mal de, sur le fond, hein, à la plupart des naturopathes. Mmh. Euh, Après, il y a différentes branches et je les connais pas toutes. Tu Ah vois, ouais. tu as ceux qui vont, je ne veux pas dire c'est des extrémistes, pas du tout, hein, c'est juste chacun sa vision de voir les choses. Mmh. Il y en a, ils vont vraiment être sur le côté, non, on reste vraiment sur le côté le plus naturel possible. Tu vois, Ouais. Ouais, ouais. type hygiéniste, il y Mmh. a hygiéniste, c'est plus dans la via negativa, tu vois, on retire ce qui va pas, on n'ajoute rien, on reste vraiment sur le plus naturel possible. Je fais des raccourcis, bien évidemment, quand je raconte Mmh. ça, mais tu vois, ça va être ça. Les Yes. méthodes utilisées, les méthodes naturelles, il y a plein de choses. Alors bien sûr, il y a l'alimentation, il y a l'hydrothérapie, donc c'est l'utilisation de l'eau. Alors l'eau, c'est bien, ça peut être les bains chauds, les bains froids, ça peut être tout ce qui est hydrothérapie du côlon, tu vois, Mmh. voilà, il y a ça. Les douches froides, enfin bref, il y a ça. Il y a tout ce qui est l'utilisation du soleil, l'exposition solaire, par exemple. Après, il y a tout ce qui est aromathérapie.
les huiles essentielles, la phytothérapie, l'utilisation des plantes. Bref, tout ce qui est naturel au final. Et après, on peut même repartir encore sur des choses qui vont un peu plus loin, sur tout ce qui est énergétique. Voilà. Il y aurait tellement de choses aussi, enfin, pas tellement de choses, mais ça peut partir dans tous les sens quand on regarde la nature au final. Oui. Tu vois. Moi, ma naturopathie, comme je te dis, c'est holistique, donc prendre la personne dans sa globalité, savoir comment elle vit en général, comment elle respire, comment elle s'expose à la nature, comment elle boit, comment elle dort, comment elle mange, comment elle bouge, comment elle pense, comment elle stresse. Et c'est une fois qu'on a toutes ces données qu'on peut commencer à se dire, OK, c'est telle personne. On va pouvoir définir un profil. Mais ce profil il est toujours conditionné, bien évidemment, par une partie de génétique. On a souvent tendance à dire non, la génétique ça compte pas, ou bien il y en a d'autres qui disent non, il y a que la génétique qui compte. Dans cette prise en charge holistique, tel côté génétique, donc ce dont tu hérites de tes parents, grands-parents, de ta lignée, quoi, hein, de tes ancêtres. Et il y a l'épigénétique. C'est qu'est-ce que tu fais autour de cette génétique. Puisqu'on sait que tout ce que tu vas faire autour, donc l'épigénétique, c'est ce que j'ai décrit avant, hein, c'est comment tu stresses, comment tu bois, comment tu dors, comment tu manges, tes habitudes de vie. C'est ce qui va définir, en fait, tes gènes. C'est ce qui va, on va dire que chaque gène que tu as, il y a des bons gènes, des mauvais gènes. Et bien en fait, ton épigénétique va activer ou désactiver ces gènes. Si tu as des habitudes délétères, ben forcément, ça va favoriser les mauvais gènes. Et si tu as des habitudes de vie qui sont saines pour toi, bien évidemment, pour toi, je veux dire individuellement, foncièrement, et ben en fait, ces mauvais gènes peuvent garder la porte fermée. Et tu favoriseras l'émergence des gènes saines. Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Et toujours par rapport à la naturopathie, dans ma spécialité, je pratique aussi l'iridologie. Je ne sais pas si tu connais. Donc c'est la lecture des iris. Donc l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Donc il faut bien prendre en compte œil droit, œil gauche. Ces iris sont connectés au système nerveux. Il y a des milliers de terminaisons nerveuses qui arrivent au niveau des yeux. Et pour les auditeurs, je vous suggérerais de vous regarder dans une glace de très près, regardez vos iris, et vous verrez qu'il y a, si vous avez les yeux bleus par exemple, ils ne sont pas totalement bleus. Ils seront peut-être des voies à tendance blanche, à tendance verte. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des petits points blancs dedans, des zones qui seront peut-être un peu jaunes. Il y aura des formes dedans, des cercles, des ogives, comme des ballons de rugby, des petites taches noires, des petites taches marron. Et bien tout ça, dans cet iris, et je m'en sers comme base aussi, comme support. C'est pas, je regarde dans tes yeux et je te dis qui tu es. Hein. Je m'en sers comme support pour voir aussi l'héritage génétique, parce que ça peut aussi te donner des indications sur tes forces, tes faiblesses, les choses qui se sont passées avant, les choses qui sont en train de se mettre en place et dont tu n'as pas encore conscience. On peut voir si tu as potentiellement un début d'hypochloridrie, façon de parler, manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc, on peut voir si tu as des troubles digestifs. On peut voir, quand je regarde bien, moi, les gens, je dis, ah, vous avez fumé avant. Ah ben oui, parce qu'on peut voir clairement que sur la zone qui correspond au poumon et sur le trajet de la cigarette, hein, bouche, gorge et tout, hein, il y a des taches, il y a des zones qui sont pas claires. Voilà. L'iridologie est aussi une aide pour faire mon anamnèse, pour faire mon bilan. Oui, alors, vas-y, moi je sais ce que c'est, mais c'est quoi globalement l'anamnèse ? Je l'ai prononcé bien ou pas ? Oui, c'est dans ce sens-là. L'anamnèse, oui. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est faire un bilan de qui est la personne, avec tous les détails que j'ai décrits précédemment. Oui. Il y en a même qui vont utiliser la morphotypologie par rapport à la forme du visage, la forme du corps, voilà, pour établir le terrain de la personne. Les diathèses, qu'on appelle les diathèses quand on est dans le jargon naturopathique. Voilà. Et en fait, on fait un bilan, cette anamnèse, et on va dire, OK, vous êtes tant, et mes conseils seraient pour agir en fonction de votre objectif.
de ce qui ressort, ce sera ça, 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 ça. À mettre en place tant de temps, tant de fois par jour. En fait, et là, franchement, il ne faut pas qu'on se méprenne. Hein. On ne joue pas le rôle du médecin. Et à aucun moment, il faut le dire parce qu'il y a trop de choses qui se disent sur les naturopathes, Mm. voilà, pour la pseudo-médecine. Non. Nous, c'est, comme j'ai dit, c'est de la prévention. C'est aider les gens à rééquilibrer leur style de vie. C'est ça. Alors, effectivement, médecine d'urgence, les urgences, les médecins, voilà, il faut aller les voir, bien évidemment. Hein. Après, quand il y a des pathologies chroniques, je t'avoue que moi, dans le village dans lequel j'exerce, il y a des gens qui viennent me voir en disant bah, j'ai ça, j'ai un Mm. symptôme, ouais, j'ai ça. Parce que les gens ne voient que le symptôme, bien évidemment. Mm. Mais le truc, c'est que les gens maintenant ne veulent plus forcément le médicament ou l'arrêt de travail. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Mm. Ils Tu en ont m'étonnes. marre que, ok, bon, bah, c'est bien, j'ai mon arrêt de travail, j'ai un médicament, mais au final, ça fait 4 ans que je suis comme ça, et le problème, il n'est pas solutionné. Donc, on commence à venir me voir avec des analyses, des plaintes, et leur expérience de vie, et leur expérience avec le médecin. Et je rappelle, je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, mais je vais Mm. vous aider. Et comme les gens viennent me voir avec ça, moi, je suis obligé de me former aussi en parallèle, toi, pour pouvoir lire les bilans biologiques. Donc, Ouais. bien sûr, ben, faut se former. Hein. C'est pas, si tu veux vraiment être un bon naturopathe, c'est pas, je fais une école de naturopathie et puis ensuite, je suis le maître du monde. Non. Moi, ça va faire officiellement 7 ans que je suis naturopathe, 9 ans que je fais des conseils en nutrition. Je me suis formé tous les ans. J'ai continué de me former tous les ans, me payer des formations en France, à l'étranger, sur place, en distanciel. Et je ne te raconte pas la quantité de livres sur des sujets donnés que j'achète et que je lis. On vient me voir avec des problèmes sur la thyroïde et tout, même si je suis formé pour Mm. aider les gens, les accompagner avec leurs symptômes, leurs problèmes, pour essayer de rééquilibrer leur style de vie. Au final, je vais gratter plus loin pour Mm. comprendre encore plus, tu vois. Et à un moment donné, il y a des choses qui me dépassent, moi, dans l'action. Tu vois, je suis pas médecin, donc je peux pas faire de prescription, ni rien d'autre. Donc, je dis, ben, il y a potentiellement ça. Retournez voir votre médecin ou allez voir un endocrinologue ou moi-même, je fais les démarches pour contacter un spécialiste Mm. et lui donner mon petit point de vue qui sera pris ou pas pris en compte. Tu sais, je me voile pas la face. Mais au Mm. moins, ça ouvre des perspectives pour la personne qui vient me consulter. Et je le rappelle, qui était venu me consulter parce que ça faisait quand même des années qu'il n'y avait pas de résultat sur le changement de symptômes. Ouais. Et petit à petit, ben, on se rend compte que ben, il commence à y avoir des changements chez ces personnes. Mais s'ils ne viennent pas me voir, alors je dis pas moi, mais pas que moi, ça peut être d'autres naturopathes, bien évidemment. S'ils ne viennent pas voir d'autres gens qui s'intéressent à eux, Mm. parce que quand tu viens me voir, moi, tu passes 1 heure avec moi, tu vois, c'est pas 10 minutes sur le coin du bureau et ça fait 25 euros, tu vois. Et ouais. Tu passes 1 heure avec moi. Alors, moi, c'est sûr, c'est plus que 25 euros, hein, parce qu'il faut que je vive aussi. Bah Et oui. puis, c'est pas remboursé par la Sécu non plus, tu vois. Mm. Mais quand tu passes 1 heure avec la personne, bah, tu as le temps de faire de l'holistique, tu vois, comprendre la Mm. personne dans sa globalité, d'analyser le symptôme, d'analyser le style de vie qui peut remonter à la cause de ces symptômes. Tu vois, Mm. c'est ça aussi, il faut prendre le temps. Et je ne blâme pas du tout les médecins parce que le système fait que maintenant ils sont pressurisés, ils sont mis sous pression et en fait, en gros, c'est un devoir de rendement maintenant. Tu Ouais, vois, c'est ça. c'est Mm. un Mm. devoir de rendement malgré ça. Bon, bah écoute, super intéressant, hein. C'est une définition hyper claire, en tout cas pour ma part. Du coup, on parle de santé, mais c'est quoi la santé en fait? Parce que j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu sa définition. Toi, c'est quoi, encore une fois, ton point de vue à toi, vraiment ce que toi tu penses, c'est quoi la santé au final? Parce qu'on en parle tout le temps, mais il faudra peut-être rappeler qu'est-ce qu'on entend par ça? Avant de commencer par moi, ce que je pense, je crois que la définition de la santé par l'OMS, Oui, ouais. c'est l'absence de maladie. Bah, c'est ouais, Voilà. La santé pour moi, c'est c'est comment tu te sens le matin, comment tu te sens le matin quand tu te lèves. et La mine de rien, santé, ouais, c'est ouais. vrai que je pense que c'est un indicateur assez fort en fait, hein. Ah oui, mais Ouais, comment tu ouais. te sens le matin? Moi, je parle avec plein de gens. Ah, le matin, je suis cassé, quoi.
T'es Ouais, il y en cassé, a mais plein qu'est-ce qui qui se disent passe, ça, quoi? ouais. Bien. T'es cassé. Et bon, ben, ou bien il me faut absolument un café pour être en forme. Ça veut dire que déjà du matin, tu as besoin de stimulants. Donc, bon, Mmh. déjà, si tu as besoin d'être stimulé, c'est que déjà ta base, elle est pas terrible. Ouais. Ensuite, savoir la santé. Est-ce que dès que je dois faire un effort, je suis essoufflé ou hors de ma zone de confort? Tu vois? C'est Mmh. aussi simple que ça. La Mmh. santé, c'est est-ce que je peux porter quelque chose sans me faire mal au dos? Voilà, la santé, c'est alors ça, j'exprime des il y a un petit côté négatif dans ce que je dis, mais la santé, au final, ça devrait être pouvoir subvenir à ses besoins physiques, et aux besoins physiques, aux besoins de ta famille, de tes proches, de ton clan, quotidiennement, de ton réveil jusqu'au coucher, au final. La santé, c'est avoir, pas c'est s'endormir dès que tu t'allonges et te réveiller en pleine forme. La Mmh. santé, c'est aller aux toilettes, 1 à 2 fois, 1 à 3 fois par jour et que tes selles soient moulées. Tu vois? Mmh. On parle pipi caca, mais c'est Ouais, hyper ouais, important mais parce que ce que je viens de décrire, ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. clairement pas, ouais. C'est ça. La santé, c'est être joyeux. La santé, c'est dire OK, tu arrives en fin de journée et ah, j'ai passé une bonne journée. Ça, c'est la santé, quoi. Parce que c'est la santé mentale, la santé physique. Si je parle de santé, moi, je pense longévité. Les facteurs de longévité, il y en aurait trois, d'après ce que j'avais cru comprendre. C'est la capacité à bouger, tu vois, tout simplement, au niveau articulaire, au niveau musculaire. Ensuite, la capacité pulmonaire. La capacité pulmonaire définit en grande partie ta longévité. Donc, ben voilà, donc ça participe à ton effort physique, la capacité pulmonaire, ce à quoi tu t'exposes au quotidien, comme pollution atmosphérique ou à la nature. Et ensuite, la longévité au niveau du cerveau. Parce que ben, il faut prendre soin de son cerveau. Ça te permet de réfléchir jusqu'à la fin de tes jours. Et toi, maintenant, il y a Alzheimer, il y a le brouillard mental, il y a la dépression, il y a plein de choses. Et je pense que être en bonne santé, c'est avoir une bonne capacité pulmonaire, avoir un cerveau qui fonctionne de manière optimale et avoir une capacité de se déplacer, de bouger au top. Bon, chers auditeurs, on a eu un petit bug sur la plateforme d'enregistrement, donc on va recommencer, puis je recouperai. Donc Julius était en train d'expliquer qu'est-ce qu'était la santé. Donc on va continuer sur ça parce que c'est intéressant quand même. Oui, qu'est-ce que c'est la santé en fait? Bon, on a été coupé, je sais pas où trop où ça va reprendre, mais Ouais. je vais continuer. En fait, pour moi, la santé, il faut prendre en compte, enfin, il faut penser longévité quand on pense santé. Hmm. Et les facteurs de santé, trois très importants, ça va être la fonction pulmonaire, la capacité pulmonaire. Donc ça veut dire qu'être en pleine santé, ça veut dire qu'on respirer correctement. Et il y a de plus en plus, tu vois, d'études et de choses qui sortent en ce moment sur la respiration, aussi bien pour la gestion du stress que le développement de la performance, que pour la concentration, que pour tolérer le CO2, tu vois. Hmm. Donc la capacité pulmonaire, c'est quelque chose qui agit sur la longévité. Et donc, meilleure est ta capacité pulmonaire, en meilleure santé tu seras. Puisqu'il faut bien te dire que on vit grâce à l'oxygène. Hmm. C'est la première nourriture de ton corps. Si l'organe qui exploite en tout premier ton oxygène est défaillant, ben, il y a de fortes probabilités que le reste de ton corps ne suive pas. Le corps et le cerveau, bien évidemment. Hmm. Donc, la capacité pulmonaire, ça veut dire qu'il faut la travailler régulièrement. Donc, ça veut dire bouger. Il faut bouger et respirer par le nez. On inspire et on expire. Voilà. Donc, être en pleine santé, c'est avoir une capacité pulmonaire au top. Ensuite, autre facteur de longévité qui correspond pour moi à la bonne santé, c'est la capacité cognitive. Comment est ton cerveau? Toi, ça revient à ce que je disais. Comment tu te lèves le matin? Si déjà tu es dans le brouillard, dans la Hmm. tête, eh ben forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Alors, on sait que le cerveau n'est pas indépendant du corps. Donc, forcément, si ton cerveau ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a quelque chose dans ton corps que tu lui donnes, ou que tu lui as donné, ou que tu lui fais subir, qui fait que ça va avoir un impact sur ton cerveau. Mais la capacité cognitive, savoir comment tu réfléchis, est-ce que tu as une bonne mémoire, est-ce que tu es joyeux ou triste, parce que ça aussi, c'est la chimie du cerveau et donc la Hmm. chimie du corps. Donc, il faut bien se dire aussi que l'Alzheimer est une pathologie, un symptôme
qui revient de très régulièrement et qui est amené à augmenter dans les prochaines années. Donc, ben voilà, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Le style de vie, l'exposition aux métaux lourds, l'exposition au sucre, parce qu'on dit que l'Alzheimer, ce serait le diabète de type 3, tu vois, c'est ce qui ressort Mmh. maintenant dans les études. Mmh. Donc, avoir une bonne capacité cognitive, ça, c'est une bonne, être en pleine santé, être vif, alerte, et aussi savoir déconnecter son cerveau. Ok, je suis vif et alerte quand il y a besoin, mais quand Mmh. j'ai pas besoin d'être sous stress, hop, je me relâche et je relâche. Tu vois, c'est cette variation entre Mmh. la haute intensité et la basse Ce que intensité. font très bien les animaux. Oui, Quand tout tu à fait. observes un chat ou un chien, ils passent de l'un à l'autre en un claquement de doigts, quoi. C'est Exactement. Et on a cette capacité nous-mêmes. mmh Et mh. autre facteur de santé, qu'est-ce que c'est la pleine santé? C'est la capacité de bouger. La capacité de bouger, tout simplement. L'être humain est fait pour bouger. Et on n'est pas fait pour être couché sur un canapé, Mmh. assis sur une chaise, 8 heures par jour. Non, Mmh. on est fait pour bouger. Donc à partir du moment où tu altères cette fonction, tu vas altérer bien évidemment tes fonctions articulaires, tendineuses, musculaires, mais bien évidemment tout ce qui est en dessous, tes organes, tu vois, la circulation sanguine. Et qui dit bouger dit stimulation de la circulation sanguine et donc un meilleur afflux sanguin, un meilleur apport d'oxygène au niveau de tes cellules, de ton cerveau. Tu vois, tout est lié. Donc qu'est-ce que ce serait la bonne santé? C'est être capable de bouger très régulièrement, sans contrainte, sans être essoufflé, et avoir un cerveau qui fonctionne de manière optimale, être capacité de réfléchir, être de bonne humeur et savoir déconnecter quand il le faut. Ça serait. Mmh. J'avais pas réfléchi à ma définition de la Bah, santé, non, mais tu vois, mais écoute, je te la fais live là. non, non, mais c'est très clair et ce que j'étais en train de dire avant que ça ne coupe, c'est que pendant que tu parlais, j'ai une idée qui m'a traversé le ciboulot. C'est que, actuellement, tu vois, on n'a pas besoin nécessairement d'être en bonne santé, parce qu'on est dans une société individualiste majoritairement et tu pas le truc où tu as besoin d'être en pleine santé pour, subvenir, aux besoins de ton clan, de ton village, ta tribu, comme ça pouvait être, le cas, avant. Si tu étais en mauvaise santé, beh, clairement, ça avait un impact sur toi, OK, mais aussi sur tout ton entourage, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une des raisons qui fait que peut-être, hein, qu'on se enfin, que certaines personnes ne se prennent pas forcément en main. C'est que ça a un impact que sur elles et plus sur une communauté derrière. C'est, Aujourd'hui, tu peux être en mauvaise santé, tu vas pas faire de mal fondamentalement aux gens autour de toi. Un petit peu, c'est sûr, mais peut-être moins qu'avant. Je sais pas ce que tu en penses. C'est une idée qui ouais, m'a traversé l'esprit comme ça. je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, les gens ne le voient pas directement. Les gens ne le Ouais, voient c'est pas ça. directement cet impact. Voilà, c'est Mais ça. là, on parle nous en tant que Français Mmh. et peut-être que aussi, et là, ça peut être trash ce que je vais dire, mais Vas-y, si dis. tout n'était pas remboursé, eh ben peut-être qu'il y aurait les gens qui se sortiraient les doigts du cul et Ouais, qui j'en suis prendraient soin de persuadé, leur ouais. santé, quoi. Mmh. Ça, c'est clair et net. Et moi, je te le dis, hein, j'ai un beau-frère qui est diabétique. S'il m'entend, bah écoute, j'ai rien contre toi, hein, mais c'est le principe. Diabétique. Euh, alors, moins de 35 ans. Hein. OK. Voilà, 35 ans, diabétique, surpoids, bouffe du coca, inactif physique. Dès qu'il Mmh. fait quelque chose, il se blesse. Et ben voilà, s'il devait payer son insuline, ou toi, tous les frais médicaux qui sont liés, Mmh. ne prendrait-il pas en compte les choses? Bah, ouais. Oui, non, ça après, c'est la responsabilité de chacun. Mais si lui ne le faisait pas, tu vois, pour lui, ça impacterait directement son clan, tu vois, la famille Voilà. autour. Parce qu'il faudrait que Ouais. la famille autour subvienne à ses besoins financièrement, au niveau de sa santé et autres. Donc ça impacte directement autre chose. Les médicaments sont remboursés, tout est Mmh. remboursé, donc tu ne prends pas forcément tu ne prends pas forcément soin de toi. Mais ça impacte peut-être pas ton clan directement, mais ça impacte toute la communauté. C'est ça. Parce que qui paye? Qui paye? Mmh. Voilà. Après, on peut. Je critique pas. Enfin, oui, je fais une critique, mais j'ai une critique. Il y a du bien et du moins bien dans tout ce système. Mais je veux dire qu'après, on déresponsabilise les personnes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et cette déresponsabilisation fait que, ben, même si on se dit qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent prendre soin de leur santé et autres, ils sont pas. Il y en a qu'une minorité au final. Il y en a qu'une minorité. Mmh. On est plus tiré vers le bas que vers le haut. Et moi, Ouais. mon boulot, je vais pas te dire ma mission, hein, mais quand je te dis j'aime, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à donner leur meilleur potentiel. Et ben en fait, c'est par mes réseaux,
Je veux montrer que moi, à 41 ans, je montre un certain exemple. Je veux pas dire que je montre l'exemple à suivre parce que on a tous, on a tous un idéal et je veux pas représenter un idéal, mais je veux représenter que on peut avoir 40 ans, être père de famille, être entrepreneur, bosser, faire du sport. C'est possible. Mais c'est possible, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mm. Rien n'est facile, mais seulement on vit dans la société où tout est facile. On est malade, et ben tiens, il y a un médicament, et le médicament il va être gratuit. Tu vois? Mm. Ah, bah maintenant, bah je peux plus aller chercher à manger là-bas. T'inquiète, tu vas être livré. Tu vois? Mm. Il me faut la réponse tout de suite. Hop, t'as la réponse sur Internet. Tu fais plus l'effort. Tu fais Ouais, plus l'effort. c'est ça. Tu veux perdre du poids, bah tiens, prends telle pilule. Mm. Faut-il encore que ça marche? Faut-il encore que ça marche, effectivement. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord, même sans parler de, tu vois, sans donner un avis politique ou quoi, c'est même pas ça. Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le manque de responsabilisation du citoyen fait que eh ben, il se prend pas en main. Si tu étais obligé de. Si tout ne t'était pas donné comme ça gratuitement, etc., eh ben, tu serais obligé à un moment de te poser les bonnes questions et d'agir en conséquence, quoi. Et ça, Alex, Ouais. tu vois, c'est cette situation qui fait que on est maintenant on agit en symptomatique et moins Mm. en causalité. Pourquoi? Mm. Parce que, tu vois, on est là, naturopathe. En fait, les gens, ils vont venir te voir en dernier recours. Ouais. Pour certains, ils viennent te voir en dernier recours. Oui. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est aller mieux, toi. Ils veulent leurs symptômes disparaissent. Mm. Mais ils veulent que ce soit tout de suite. Alors que la naturopathie, c'est avec la nature. Et la nature ne fait pas les choses sur un claquement de doigts. C'est un Mm. processus. Et donc, en fait, on se retrouve, nous, naturopathes, à la base, en train de faire du causalisme, donc chercher la cause des problèmes. Mais il faut agir tout de suite. Et donc, du coup, il Mm. y a beaucoup de gens, beaucoup de naturopathes et même d'autres thérapeutes qui vont tomber dans cette version symptomatique de la naturopathie. Vite, vite des huiles essentielles, vite des plantes, vite ci, vite ça. Et en fait, oui, c'est bien, c'est naturel, mais ça reste du symptomatique, ça reste le pansement. On ne C'est changera ça. pas ni la cause du problème, ni la façon de procéder, ni les réflexes des gens sur la responsabilisation et la prévention des symptômes. Ouais, carrément. Carrément. Et puis, comme tu l'as dit, ça peut faire du bien de soulager le symptôme dans un premier temps. Il y a rien contre ça. Mais effectivement, après, l'idée de la naturopathie, c'est vraiment d'aller chercher la cause de la cause qui est derrière ce symptôme, quoi. Euh, alors, je vais te poser des questions qui sont vraiment spécifiques à toi, parce que toi, tu es naturopathe, tu pratiques les sports de combat, tu fais de la musculation, donc tout ce que j'aime. Donc j'ai envie de te poser des questions à ce sujet-là. Euh, Comment tu concilies, toi, la pratique des sports de combat, de la musculation, euh, et comment la naturopathie euh, s'intègre dans ce paysage-là de sport de combat et musculation. Donc par musculation, j'entends pas préparation physique générale qu'on pourrait faire, tu vois, du renfort vraiment adapté à la pratique, on va dire quelque chose d'assez léger. Toi, si j'ai bien compris, mais tu m'arrêtes hein, si je le dis, tu fais de la muscu, alors qui va t'aider pour le jiu-jitsu brésilien, bien sûr, mais tu fais aussi de la muscu avec un certain volume qui fait que le résultat, c'est que tu prends du muscle, etc. Donc, c'est presque une pratique qui pourrait être faite à part, que certains font à part, tu vois, ils font que ça, que de la muscu. Donc, comment tu concilies tout ça en termes de timing, en termes de volume, en termes de ressenti? Est-ce que tu t'écoutes beaucoup ou est-ce que tu suis des cycles de progression et tu essayes à tout prix de les suivre, peu importe ton état? Enfin voilà, c'est une question assez vaste, mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, j'ai constaté que si j'essayais de faire les deux, ça va paraître évident quand je vais le dire comme ça, mais quand on est dans le flow, c'est différent. Quand j'essaye de faire les deux entre guillemets à fond, il y a un moment où mon corps il dit eh oh mon petit coco, ça paraît évident, mais quand on est dedans, en fait, on est tellement passionné qu'on a envie de faire les choses bien. Comment tu concilies tout ça, toi? Ce que je fais maintenant, c'est différent de ce que je faisais avant. Parce que j'ai 40 ans.
Mmh. Et même si je prends soin de moi et je te parlerai de la nature, comment j'intègre la naturopathie là-dedans. Ouais. Bah, mon corps réagit plus de la même façon. Mon corps, mon système nerveux, la maturité mentale et la maturité physique aussi n'est plus la même. Mais dans les grandes lignes, par rapport à ce que tu décris, si il y a 10 ans, je me mettais des grosses doses. Je pouvais me faire 2-3 entraînements par jour. Je m'écoutais pas. Mmh. Mais comme je venais aussi d'avoir fait 10 ans dans l'armée et le milieu de la sécurité, à m'entraîner régulièrement, et que j'étais dans cet élan, mon corps en fait était préparé à ça. Et j'avais Ouais. un style de vie, pas d'alcool, pas de cigarettes. Je prenais quand même soin de mon alimentation, relativement soin de mon alimentation. Mon corps était habitué. Donc je m'entraînais 2-3 fois par jour, je m'arrêtais jamais, je dormais pas forcément assez, mais mon corps avait l'habitude et j'étais plus Mmh. jeune. Et quand tu es plus jeune, ton corps se régénère plus rapidement. Mmh. Tu vois, tout est conditionné par ce que tu as fait avant aussi, tu vois? Ouais. Tu vois, moi, il y a des gars qui me voient, j'ai 40 ans, ils me voient, ils ont 40 ans et ils pensent qu'ils pourraient avoir mon physique ou mes capacités physiques s'ils bossaient très fort pendant 3 mois. Moi, j'ai envie de dire, écoute, moi, ça fait 25 ans que je bosse dessus, quoi. Donc Mmh. maintenant, je peux m'entraîner beaucoup moins qu'avant parce que j'ai cette maturité musculaire. Donc il faut Mmh. bien prendre en compte que ça se prépare. Si tu n'as jamais fait de sport avant 20 ans, t'attends pas à avoir des perfs énormes au début où tu commences. Mmh. Ah, mais ça peut être faux pour certaines personnes, hein. Ça dépend de la génétique et de leur style de vie, bien évidemment, hein. Ouais. Il y a toujours des ovnis hein, comme ça. Ouais. Après, pour tout ce qui est répartition, musculation, oui, je fais de la musculation moi parce que j'adore ça et j'ai fait de la musculation avant de faire du jiu-jitsu brésilien. Donc ça fait plus de 20 ans que j'en fais, de différentes façons, hein. Musculation en salle, musculation, poids du corps, musculation, voilà, street workout, enfin tout ce que tu veux, kettlebell et autres. Mmh. Mais une chose est sûre, quand il faut planifier. Faut planifier. Quand je planifiais de faire un photo shooting physique sec muscu, bah forcément, j'avais beaucoup de muscu et très peu, voire quasiment pas de jiu-jitsu brésilien. Mmh. Pourquoi? Parce que le jiu-jitsu brésilien, c'était pas le même effort, c'était un risque de blessure qui m'aurait pas permis de m'entraîner en musculation Mmh. et le jiu-jitsu brésilien à ce moment-là n'était pas mon objectif. En parallèle, quand je préparais les championnats d'Europe, alors je te parle de ça il y a un peu moins de 10 ans, hein, mais ça représente quelques années, ou d'autres compétitions, eh bien, je mets l'accent sur le jiu-jitsu brésilien. Et je lâche la musculation, parce que la musculation, oui, cycler avec des phases de force, d'explosivité, ce sera plus de la PPG, tu vois, pour Mmh. aider mon sport, mais pas dans le but de développer un physique Mmh. construit de musculation. Tu vois, donc j'augmentais largement mon volume de jiu-jitsu brésilien. Et OK. plus j'ai vieilli, plus je l'ai pris en compte, et plus ça me permet de prendre soin de mon corps. Mais quand j'étais plus jeune, donc maintenant, voilà, je m'écoute, et donc quand je prépare un objectif spécifique, je vais m'entraîner de façon spécifique. Si c'est Mmh. plus du jiu-jitsu, bah, je ferai plus d'entraînement de jiu-jitsu et je diminuerai la musculation. Et inversement, si j'ai pas d'objectif de jiu-jitsu, j'orienterai plus vers la musculation. Ça, c'est clair et net. Et là, je te dis, par exemple, j'ai un exemple. Pour le mois de juillet 2023, je prépare un triathlon sprint. Oh, cool. Mais pour me faire plaisir, pas pour faire une grosse perf et tout, Ouais. hein, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, il faut que je travaille en spécifique déjà au niveau cardio, la course à pied, la natation, le vélo. Donc il faut que je reprenne ça à l'avance. Et tu vois là, au moment de l'interview, on est fin janvier, le triathlon est début juillet. Je m'y prends maintenant, je m'y prends pas 3 semaines avant. Et Mmh. donc à partir de maintenant, eh ben, je sais que j'adapte mes séances de musculation parce que je veux tout de même entretenir mon physique, Mmh. mais je vais augmenter la part de cardio. Je vais continuer le jujitsu dans une moindre mesure, en fonction, parce que j'ai aussi des compétitions de jujitsu qui vont arriver dans les semaines, mois à venir, donc il faut aussi que je m'entretienne là-dessus. Mmh. Voilà, j'essaye de tout mettre en compte, mais en fonction des objectifs. J'attribue le volume en fonction des objectifs. Voilà, Et c'est ça. plus approchera le triathlon, moins je ferai de musculation et moins je ferai de jujitsu. Mmh. Voire j'en ferai peut-être plus du tout, tu vois. Et une fois que le triathlon sera passé, bah, soit je dis, bah, tiens, je vais me faire un autre triathlon et je continuerai là-dessus,
en remettant un petit peu de musculation, un petit peu de jiu-jitsu pour maintenir le niveau, parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai envie de durer dans ces sports. Donc, en fait, il faut maintenir sa base. Maintenir sa base. Si tu ne pratiques plus pendant plusieurs semaines et autres, et mois, tu perds cette base. Il faut repartir de plus bas. Alors, on peut l'accepter et dire, OK, comme un débutant, je repars d'en bas, et voilà. C'est ça aussi où il faut savoir si on s'écoute ou pas. C'était ta deuxième question. Est-ce que tu t'écoutes? Il y a 10 ans, je m'écoutais pas. C'était non, j'ai décidé que j'allais faire ça, je vais faire ça, 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 ça. Ouais, je commence à avoir mal à l'épaule, c'est pas grave. J'y vais parce que c'est le programme. J'y vais, ça attendra. Et ben voilà. Maintenant, 10 ans plus tard, et ben hop, je sens que j'ai peut-être dormi un petit peu moins, ou je me suis levé un peu plus fatigué. Mon rythme cardiaque est plus élevé, j'ai un petit peu de douleur. Et j'ai dit, ben non, j'avais prévu une séance de 5x5 lourd aujourd'hui. Et ben en fait, je la ferai peut-être demain. Et aujourd'hui, je vais me faire une séance de récup active dans laquelle je vais faire automassage, stretch, un peu de marche basse intensité, un petit peu de vélo moyenne intensité, tranquille pour faire circuler les liquides, un petit peu de sauna, et puis basta. Et puis demain, ça ira mieux. Et effectivement, je fais ça. Mon système nerveux récupère, je dors mieux, et le lendemain, je suis en super forme et je fais une super séance. Tu vois? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est souvent quand tu es plus jeune, tu dis non. Comme tu as pas, tu as à la fois cette fougue qui te permet de faire tomber des barrières, toi, de battre des records, mais en même temps, si tu n'as pas cette maturité quand tu es plus jeune, de te dire, OK, je pourrais le faire, mais si je m'autorise une journée de récup active, je dis pas de rien faire du tout, de récup active pour faire descendre le système nerveux, demain, c'est pas une barrière que je vais faire tomber, c'est je vais péter les murs, quoi. Tu vois? Ouais, C'est ça aussi. Et ça, je l'ai clairement. pas fait à cette époque. Je l'ai pas fait parce que c'était plus t'en fais, mieux c'est. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Je me suis cramé à une époque et ça m'a mené au burn-out, hein. Ça m'a mené au burn-out. Parce que l'entraînement comme ça en permanence, 100 jours de repos, parce que bien sûr, dans la tête, tu te dis, si je me repose, je vais perdre. Tu vois, je vais perdre en cardio, je vais perdre en muscle, je vais, voilà. Je dors pas trop parce que si je dors trop longtemps, j'aurai pas le temps de faire ma séance et tout. Alors que c'est faux. On sait que c'est grâce au sommeil que tu sécrètes de la testo, de l'hormone de croissance, que tu régénères tes organes, tes muscles, et que le lendemain tu performes de manière optimale. Tu vois ce que je veux dire? Mais Tout oui. ça à l'époque, j'avais pas ces connaissances. J'avais pas ces connaissances, et c'est pour ça aussi que je veux aider les gens maintenant. Et donc voilà. Est-ce que je m'écoutais avant? Non. Maintenant, je m'écoute. Oui, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps, parce que j'ai aussi encore cette fougue. Je me dis, OK, il y a des fois, il faut savoir, tu sais, repousser un peu ses limites, sortir de sa zone de confort. Mm. C'est Mm. pas se dire, ah ouais, ça fait 3 jours que je m'entraîne, le quatrième jour, ouais, je suis un peu fatigué, donc je vais prendre mon jour de repos. Ouais, mais si justement c'était ce jour-là qui faisait que, bien sûr, tout en contrôlant ta technique et voilà, Ouais. tu allais y aller parce que tu es fatigué, un petit peu fatigué, mais ça te permettait de sortir un tout petit peu de ta zone de confort, ce qui fait que tu t'améliorais au final. Tu sais, le principe de l'hormèse, Ouais. c'est sortir de sa zone de confort, mais juste assez pour que tu aies une réponse adaptative positive. Mm. Parce que si tu sors trop fort, tu n'as pas dormi, tu es obligé de prendre la caféine pour tenir le coup, tu n'as pas mangé, tu es complètement lessivé. Non, ben là, ce sera néfaste. Tu risques de te blesser et tu vas encore affecter ton système nerveux, ce qui pourra aussi perturber ton sommeil, ta récup et altérer du coup ton efficacité des jours suivants. Voilà, il faut savoir aussi s'écouter, mais aussi avec l'expérience. Et si tu n'as pas cette expérience personnelle, il faut demander l'avis d'un coach ou quelqu'un qui a cette expérience. Ouais, Voilà. bah, très clair. Mais en plus, la muscu, je trouve que c'est une pratique assez particulière dans le sens où mentalement, ça peut t'amener. Quand tu fais que ça, il n'y a pas de problème parce que tu as tout ton temps, toute ton énergie, toute ta récupération qui est dédiée à ça. Mais quand tu as d'autres choses à côté qui te passionnent et qui sont physiques, eh bien, tu te dis si je fais moins de muscu pour faire plus de l'autre, tu as le truc mental qui te dit bah ouais, mais tu vas perdre. C'est assez ingrat, tu vois, comme pratique. Enfin, c'est magnifique hein, comme pratique, mais c'est aussi ingrat parce que tu te dis si je fais plus d'un autre truc, je vais faire moins de muscu, logiquement, et tu as peur de perdre. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as rencontré au niveau mental ou ça te pose pas plus de problèmes que ça finalement? Mais bien évidemment, mais bien évidemment. Et je le rencontre encore. Tu vois, des fois, je me le dis encore. Tu vois, pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, parce que comme je t'ai dit, je prépare un triathlon. Donc forcément, toute la masse sur laquelle j'ai travaillé au cours des mois derniers, je vais en perdre une partie de ces muscles. Mais bien évidemment, avec mon expérience perso et mes connaissances en nutrition, je vais faire en sorte que ce soit
la perte soit plus orientée vers la graisse que vers les muscles. Parce que maintenant que j'ai cette connaissance, je sais comment plus préserver le muscle et comment m'entraîner pour minimiser la perte de muscle. C'est aussi pourquoi, toi, d'un point de vue mental, j'ai choisi un triathlon sprint. Donc, c'est très courte distance. C'est aussi, toi, ce côté mental, je dis, si je me mets sur un triathlon plus longue distance, ça va me demander plus d'efforts, enfin, plus d'entraînement, endurance, cardio et tout. Et donc, ça engendrera beaucoup plus de pertes musculaires. Tu vois? Ok. Et moi, je me suis dit, non, je vais faire un sprint. Comme ça, moi, ça me permet de me focaliser sur le côté technique du triathlon, tout en pouvant garder un maximum d'entraînement de musculation, préserver mon muscle. Toi, c'est aussi, j'oriente comme ça pour te dire, oui, ça a un impact. C'est un impact. Et je te rejoins. Oui, cette sensation de dire, je vais perdre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est quelles sont les priorités. Il faut se dire que si tu veux créer du muscle, eh ben, il n'y a pas de secret. Il faut le faire, le répéter, et plusieurs fois par jour, et plusieurs fois par semaine, et des fois plusieurs fois par jour, parce que toi, j'imagine comme moi, on est naturel. Oui. On est naturel. On va pas se piquer, on va pas prendre de la testo de synthèse ou tous des produits dopants qui viennent de Chine ou je sais pas où, quoi. On prend pas ça. Et on vit à une époque où il y a les réseaux sociaux, on voit des mecs affûtés comme jamais. Moi, je les vois, les gars, ils ont 20 ans. À 20 ans, ils avaient un meilleur physique que Schwarzenegger à son apogée, alors qu'il était déjà sous produits stimulants. Et pour nous, moi j'ai 40 ans, mais je vois les plus jeunes avec lesquels j'échange, ils pensent que c'est la normalité. Maintenant, pour eux, c'est normal qu'à 20 ans, tu sois comme ça. Je veux dire, possiblement, ouais, c'était une super génétique, que tu t'es entraîné spécifiquement pour ça, que tu as eu la diète appropriée, mais au final, non, c'est une fausse idée. Donc, il y a aussi ce qu'on voit à l'extérieur qui va conditionner notre mental vis-à-vis de cette prise de muscle. Mais je reviens sur l'importance de mettre les priorités. Donc, tu veux créer du muscle, entraîne-toi, donc t'es naturel, faut t'entraîner, et te dire que pour créer vraiment du muscle, tu vas en créer peut-être beaucoup si tu t'entraînes bien, que tu manges bien sur ta première année de pratique de musculation. Mais après, c'est très difficile. C'est très long après. Et après, il faut prendre en compte ton âge. Prendre en compte ton âge. Plus tu es jeune, plus tu auras d'hormones et plus tu as un potentiel de développement physique qui est important. Mais plus tu vieillis, quand tu vieillis, en fait, c'est pas que tu prends moins vite de la masse musculaire. En fait, c'est que tu luttes pour pas la perdre. Ouais, c'est ça. Alors, on peut toujours en prendre. Parce qu'il y a des études qui montrent que sur les seniors de plus de 80 ans qui commencent la musculation, et oui, on peut faire de la musculation à 80 ans, il n'y a pas d'âge, hein, et ben en fait, on peut obtenir une prise de masse musculaire. Ben oui, parce que ce sont des débutants. Ce sont des débutants, parce que les tests sont faits sur 4, 6 mois, 12 mois maximum, tu vois. Ce sont des débutants. Donc, forcément, ils ont une prise de masse musculaire parce que leur corps s'adapte à la demande physique. Mais si tu veux développer ton muscle, sans risquer, sans se dire, je vais peut-être le perdre avec les autres pratiques physiques, eh ben, il faut calculer. Il faut calculer, il faut voir qu'est-ce qui est important pour toi. Donc, je prends ton cas. Tu veux faire de la muscu, tu veux développer ton physique. En même temps, tu veux faire des sports de combat, peut-être pour savoir te défendre dans la rue, pour faire de la compétition, je ne sais pas. Si c'est pour te défendre dans la rue, tu sais que c'est les automatismes. On prépare en temps de paix la guerre, mais ces automatismes, il faut le faire régulièrement. Donc, il faut voir aussi ta capacité d'apprentissage. Et donc là, on rejoint la pleine santé, tes capacités cognitives. Et qu'est-ce qui agit dans ta vie de tous les jours? Et là, toi, je fais le lien avec comment tu joins la naturopathie et tout ça. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour prendre soin de ton cerveau et ta capacité d'apprentissage? Est-ce que tu apportes les nutriments essentiels à ton cerveau? Est-ce que tu laisses ton cerveau se reposer correctement? Tu vois? Donc, l'action sur le sommeil, ton endormissement, la durée de sommeil, le sommeil profond. Ça, la nutrition du cerveau, les oméga 3, le glucose, dont ton cerveau consomme environ 20% du glucose quotidien. Tu vois? C'est ça, les antioxydants. Donc, l'apprentissage technique pour savoir te défendre, et après aussi l'apprentissage physique, la résistance, la création de muscles, les automatismes. Donc là, je pense à la fois création de muscles, mais aussi le besoin en neurotransmetteurs, qui en fait, ça va être la même chose. C'est issu des protéines. Les protéines vont soutenir la construction musculaire et protéger tes muscles, dans le sens où ça va éviter leur dégradation.
mais c'est aussi grâce à ces protéines, lorsqu'elles sont dégradées en acides aminés dans ton estomac, à partir de ces acides aminés, ton corps va produire des neurotransmetteurs, comme la dopamine. Tu vois, la Mmh. dopamine, qui est un neurotransmetteur, c'est issu de l'acide aminé tyrosine. Tyrosine. La sérotonine, l'apaisement en fin de journée, tu vois, par exemple, Mmh c'est mh. issu du tryptophane, qui est aussi un acide aminé, qu'on trouve par exemple dans le poulet, dans la dinde, voilà. C'est ça aussi, c'est comment tu t'entraînes et comment tu manges et comment tu intègres la naturopathie. Mmh. Tu veux développer ton physique, de quoi est composé ton corps? Pense à ça. Et pour t'entraîner correctement, de quoi tu as besoin? Ta nourriture première, c'est l'oxygène. Quelle est la qualité de l'air que tu respires? Comment tu respires? Mmh. Pendant tes entraînements et au quotidien. Ça, c'est à prendre en compte. De quoi est composé ton corps? En tant qu'adulte, on est fait entre 60 à 70% d'eau. Est-ce que tu t'hydrates correctement? Parce que forcément, si tu veux faire du développement musculaire, donc créer des nouvelles cellules musculaires, c'est des cellules corporelles, Mmh. il faudra ce dont ton corps est composé. Si tu ne bois pas assez, et si tu ne bois pas en excédent, parce qu'en fait, pour créer du muscle, il faut être en excédent à la fois calorique, mais en excédent de macronutriments, micronutriments, et en eau également. Si tu as Mmh. juste l'eau pour ton corps actuel, ben, ton corps va utiliser l'eau pour ce qu'il a à préserver et à faire fonctionner correctement. Il va pas permettre un développement externe, enfin, autre. Tu vois, Mmh. donc, est-ce que tu bois assez? Est-ce que tu bois suffisamment? Ça, c'est important, tu vois. Après, tes apports en protéines, parce qu'en fait, ton corps, il y a de l'eau, mais après, c'est des protéines et des minéraux. Les minéraux, toi, pour les os, dans les tendons, dans les muscles. Mais tes muscles, tes tendons, ce sont des amas de protéines. Donc, déjà, un, est-ce que tu en apportes assez pour préserver les muscles que tu as? Mmh. Deux, pour permettre à ton corps de créer des nouvelles cellules. Et en même temps, permettre à ton corps d'avoir assez de neurotransmetteurs pour fonctionner de manière optimale. Tu vois? Et là, on se dit, attends, mais les protéines, on m'a dit que c'est mauvais pour la santé et tout. Non, non, non. Euh, on a besoin de protéines. Eh Et qu'elles oui. soient végétales ou animales ou peu importe. Le tout, c'est d'en apporter assez. C'est pas juste de dire, oui, mais c'est bon, je mange des protéines. C'est d'en apporter assez en fonction de ses objectifs. Mmh. Si ton objectif, c'est d'être une crevette, d'être assis derrière un bureau toute la journée, je veux dire, oui, t'as pas besoin de forcément grand chose en protéines, quoi. Mmh mh. Surtout si t'aspires pas à avoir une bonne santé, à bien dormir, à bien réfléchir et tout, tu peux, voilà, ne pas en manger beaucoup. Mmh. Et je suis pas dans l'hyperprotéiné, je suis je suis un apôtre de l'équilibre, hein, bien évidemment. Mmh. Pareil. Ensuite, pour produire du muscle ou être performant dans ton activité sportive de combat, Ouais. est-ce que tu apportes assez de calories? Avant de penser à la qualité des aliments, est-ce que tu apportes assez de calories? Parce que la base pour produire de l'énergie, c'est pas le brocoli ou le tofu ou l'œuf, tu vois, Mmh. c'est la calorie. Ton Mmh. corps utilise des calories pour produire de l'énergie. Si tu manges que du brocoli toute la journée, bah, c'est bien. Déjà, tu risques de bousiller le système digestif, mais en Mmh. termes d'apport calorique, tu n'auras pas grand-chose. Donc, pendant un temps, ton corps pourra tout de même produire de l'énergie. Il arrivera toujours à en produire avec les graisses de réserve, avec, tu vois, il y a cet instinct de survie qu'on a en nous, tu vois. Même quand tu jeûnes pendant plusieurs jours, tu arrives à produire de l'énergie, Mmh mais mh. pas toujours de manière optimale, tu vois. Mmh. Mais si tu as assez de calories, quand tu te dépenses, quand tu as t'as une demande physique, si tu n'en as pas assez, tu ne peux pas répondre à cette demande. Si tu Mmh. veux créer des nouvelles cellules musculaires, il faut que tu sois en excédent calorique, c'est-à-dire que tu apportes plus de calories que ce que tu ne dépenses dans la journée. Sinon, tu es en déficit calorique. Donc là, c'est déficit calorique, c'est on va vers la perte de poids. Mmh. Et là, je parle pas de perte de muscle, ni de perte de graisse, je dis perte de poids. Parce qu'en Mmh. fait, ensuite, ça va dépendre de tes apports en macronutriments, protéines, glucides, lipides. Donc, c'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, c'est s'assurer d'avoir assez de calories. Et en ayant assez de calories, comment tu répartis ces calories par rapport à tes apports en macronutriments, protéines, glucides, lipides. Les protéines, je te l'ai dit, c'est pour tout ce qui est muscles, neurotransmetteurs. Donc, ça va te permettre, si tu en as assez, de protéger ta masse musculaire, favoriser le développement musculaire. Et bien sûr, ça n'est pas que ça, les protéines. C'est aussi pour le renouvellement cellulaire, le renouvellement de tes organes. Voilà, quand je
Je parle vraiment, c'est vraiment très très important, hein. Mhm. Ensuite, moi je pense aux lipides, les graisses, qui sont à la base de ton système hormonal. Les graisses, la testostérone, l'hormone de croissance, les œstrogènes et autres, ce sont des hormones stéroïdiennes, Mhm. dérivées du cholestérol. Donc, si tu n'apportes pas de graisse, ah non, mais les gens me disent, ouais, je mange bien, je mange pas de gras. Et en fait, oui, mais en fait, tu regardes, la santé est pas top, tu vois. Les Ouais. femmes qui mangent pas de graisse, en général, elles ont des troubles hormonaux, voilà, tu vois, des troubles au niveau des menstruations, des troubles inflammatoires, parce que les graisses aussi, quand elles sont choisies, vont être, peuvent être anti-inflammatoires. Mhm. Donc, tu vois, donc les graisses, à pas négliger l'apport en graisse pour la santé hormonale et anti-inflammatoire. Et bien évidemment, je me réfère à l'apport calorique. Les graisses sont les plus denses en calories. 1 gramme de Ouais. graisse apporte 9 calories. Tandis que 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, elles apportent 4 calories. Donc c'est quasiment le double pour les lipides. Donc se Mhm. dire, ok, il ne faut pas que je néglige les lipides. Dans le même sens, si je veux perdre du poids, ça sera aussi intéressant à prendre en compte. Mais il faut que Ouais. j'en garde une certaine base pour que mon physique, mon corps, ma santé soit optimale. C'est ça le but. C'est pas dire je me gave de calories avec McDo, frites, un bout de brocoli par-ci pour me donner bonne conscience. Et hop, parce qu'au final, oui, tu auras les calories, tu auras peut-être l'apport en macronutriments, protéines, glucides, lipides, mais après on passe à l'étage supérieur, c'est l'apport en micronutriments, Mhm. vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et ça, en fait, c'est grâce à ces micronutriments que vont s'exprimer et être utilisés correctement tes calories et les macronutriments, protéines, glucides, lipides. C'est ce qui va définir là ta santé, ta récupération, ta capacité de réfléchir. Tu vois, il y a un ordre quand même. Ouais, Il y a un ouais, ouais. ordre quand même. Il y a des Et tout ça, fondations. et ça je le fais découler, par exemple, à ce que tu me disais sur comment tu intègres la naturopathie dans ta pratique sportive. C'est-à-dire que là, c'est sur l'outil que j'utilise moi principalement, c'est l'alimentation. Tu vois. Alors, j'ai Mhm. parlé d'hydratation, j'ai parlé d'oxygénation aussi, qui sont très très importants, qui sont à la base. Mais ensuite, c'est l'alimentation aussi. Euh, tu peux pas développer un physique, tu peux pas être performant dans un effort physique si tu n'as pas assez de calories, si tu n'as pas une bonne répartition en macronutriments. Tout ça, ça dépend de tes objectifs aussi physiques, visuels et de Mhm. performance. Et ensuite, l'apport en micronutriments. L'apport en micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments que tu as trouvé principalement, les fruits, les légumes et tout ce qu'on va dire appeler qualité de l'alimentation, tu vois. Des Mhm. aliments denses nutritionnellement. Certains oléagineux, toi, je pense par exemple, tu veux des trucs spécifiques pour le sélénium, bah, tu vas prendre des noix du Brésil. Mhm. Tu veux un aliment riche en vitamine B, tu vas prendre du foie de bœuf. Tu vois ce que Mhm. je veux dire. Ouais, Tu veux un aliment riche en zinc, tu vas manger des huîtres. Ce sont des exemples, tu vois. ouais, ouais. Mais c'est les nutriments, micronutriments. Et là, je pense pas complément. Je parle aliments. Ah, justement, c'est une question que je voulais te poser, que je voulais vraiment te poser. C'est aujourd'hui en 2023, est-ce que on peut se passer de compléments alimentaires? Je parle de compléments alimentaires entre guillemets santé, donc je vais parler des multivitamines, minéraux, oméga 3, magnésium, ce genre de trucs. Je parle pas forcément voilà, de compléments liés à la performance, plutôt ce qui est en général appelé santé. Euh, Toi, à l'heure actuelle, c'est quoi ta vision sur le truc? Parce qu'on entend un petit peu les deux. On entend d'un côté, euh, et moi, j'ai pas vraiment d'avis encore, je fluctue un petit peu entre les deux. On entend les sols sont appauvris aujourd'hui. En plus, il y a de la pollution. En plus, il y a le stress, le machin, le truc, qui fait que notre corps, aujourd'hui, il n'est pas capable, juste avec ce qu'on mange, d'avoir la bonne dose de nutriments, de minéraux, etc. Et puis, il y a l'autre camp, entre guillemets, qui dit, quand je dis camp, c'est pas que c'est des adversaires, c'est juste des façons de penser, qui dit, en fait, si tu manges les bonnes choses, notamment, tu as parlé du foie, si tu manges les bonnes choses, bah, tu peux avoir tout ce qu'il te faut pour être à ton plein potentiel au niveau nutrition. Toi où est-ce que tu te situes là-dedans? Moi, je me situe entre les deux, puisque moi, je travaille en individualisation. Et moi, je fais beaucoup de sport. J'accompagne beaucoup de sportifs.
Et quand je te parlais avant un peu de cette pyramide alimentaire, rapport en calories, macronutriments, micronutriments, tu te dis bien qu'un sportif qui se dépense beaucoup dans la journée pour apporter tout ce dont il a besoin pour ses efforts et aussi pour compenser les pertes liées à ses entraînements, il devrait manger beaucoup de calories et beaucoup de choses pour compenser tout ça. Et des fois, ça représente des milliers de calories. Ça a un coût, et aussi, il faut avoir la capacité digestive de manger tout ça. Parce que ce qu'on sous-estime, c'est, t'as beau te mettre n'importe quoi dans la bouche, qualité ou pas, si ton système digestif n'est pas optimal, si tu ne digères pas correctement, si tu n'assimiles pas de manière optimale, tu auras un caca qui coûte très cher en nutriments. Tu vois, Ouais, j'ai c'est du compris. caca de luxe, j'appelle ça. Tu vois, non, mais Ouais. donc, je me situe entre les deux. Quelqu'un qui va se dépenser beaucoup et qui a des gros besoins, quand on sait effectivement que la plupart des végétaux contiennent beaucoup moins de vitamines et de minéraux qu'il y a plusieurs décennies en arrière, bah moi je vais te dire oui, je conseille des compléments. Moi je prends des compléments. Ok. Donc là je parle par rapport à l'effort physique, mais si tu prends aussi quelqu'un de sédentaire qui s'alimente pas forcément bien en termes de qualité, qui apporte pas forcément assez de de calories à son corps. Ben, quand tu n'apportes pas assez de calories à ton corps, tu t'exposes à beaucoup moins d'aliments. Mm. Donc si tu t'exposes à moins d'aliments, ben, tu vas faire rentrer encore beaucoup moins de micronutriments, de vitamines en toi. Mais tu as tout de même des besoins. Même si tu fais 1,60 m et 50 kg, tu as tout de même des besoins. Mm. Et je fais un régime, machin. Mais tu fais un régime, donc tu te restreins au niveau alimentaire, en termes de volume, en termes de diversité, et tu apportes de moins en moins à ton corps. Donc du coup, bah, tu as quand même besoin de ces nutriments pour que ton corps fonctionne. Mm. Ou bien sinon, sans parler d'être prise de masse sportif, ni d'être au régime, une femme au régime, tu es au quotidien comme ça. Tu bouges tranquillement, tu vas bosser, tu as une petite activité physique et autres, et là tu te dis, est-ce que j'ai besoin d'être complémenté ou pas? Ça dépend. Comment tu te sens? Comment tu te sens quand tu te réveilles? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu digères bien? Est-ce que tu te rends compte quand tu vois ce que tu manges que c'est diversifié? Est-ce que c'est relativement de saison? Est-ce que c'est naturel ce que tu manges? Oui, non. Mais quoi qu'il en soit, même si je suis pas toujours pro-étude, il y a une étude qui montrait dans les années 2000, l'étude Suvimax, qui montrait en France, une étude faite en France, que 3/4 des Français, à l'époque, étaient carencés en magnésium. Mm. Donc carencés. On se doute bien que sur les 20 dernières années, ça s'est pas arrangé. En termes de pollution, en termes Ouais. d'augmentation du stress global, on voit bien sur les dernières années comment ça a Mm. évolué, sachant que le stress vient directement te neutraliser ton magnésium, la qualité de l'alimentation, le tout speed, voilà. Ben, si à 20 ans, 3/4 des Français étaient déjà carencés en magnésium, je vois pas trop comment ça aurait pu s'arranger. Mm. Donc il y aurait il est fortement probable que l'un d'entre nous soit carencé en magnésium. Et moi, je vais te dire, comme je fais du sport, j'ai une tendance à l'anxiété, à pas mal travailler, à transpirer. Eh ben moi, je me complémente en magnésium, même si je fais en sorte, dans mon alimentation quotidienne, d'apporter des aliments qui contiennent du magnésium. Tu vois, mon objectif premier, c'est d'apporter par l'alimentation. Mais c'est un coût d'avoir des aliments qui sont riches en magnésium. Et c'est aussi, des fois, tu manges toujours des sardines entières. Tu vois, on dit, mais dans les sardines entières, il y a du magnésium. Oui, dans les arêtes, c'est un minéral. Et c'est dans les Mm. minéraux que tu as les minéraux, tu as du Mm. magnésium, du calcium et autres. Sardines entières. Est-ce que tu vas manger des sardines entières tous les jours? Oui, non. Mais c'est pas bon pour la santé d'en manger tous les jours. Donc, il faut diversifier. Est-ce que tu manges du sarrasin? Ah oui, mais j'aime pas le sarrasin. Oui, ben là, déjà, tu te mets une balle dans le pied. Est-ce que tu manges un peu de chocolat noir? Oui, mais pas trop, tu vois. Des fèves de cacao? Est-ce que tu manges des graines de courge, des graines de tournesol? Tu vois? Est-ce que tu en intègres un petit peu chaque jour, un petit peu, une petite cuillère à café, une petite cuillère à soupe sur ton alimentation? Ça t'en apportera un peu. Mais après, il faut encore voir comment ton système digestif fonctionne. Tu vois? C'est Ouais. ça aussi après. Comment fonctionne Et ton système digestif? Ah bah, les gens vont dire, bah ça va bien. Je vais à la selle tous les jours. Mais c'est pas que ça, avoir un système digestif qui fonctionne bien. Est-ce que tu es fatigué après manger? Est-ce que tu as du ballonnement au niveau estomac? Est-ce que tu as des gaz? mm. Tu vois, c'est ça aussi à prendre en compte. Est-ce que tu as des résidus d'aliments dans tes selles? Ça, c'est très important parce que ça va déterminer aussi.
ta capacité à digérer et à extraire donc les nutriments qui véhiculent par l'alimentation. Donc voilà, pour revenir à la complémentation, potentiellement, le magnésium, moi c'est quelque chose que je conseille quasiment à presque tous mes clients. D'ailleurs, je fais pas mal de vidéos, des questions-réponses où on me pose la question quel complément? Je vais te dire le magnésium. Autre chose, autre complément que je conseille souvent, les oméga 3. Pourquoi? Parce que c'est un acide gras essentiel, donc c'est-à-dire qu'il peut être apporté que par l'alimentation et il est essentiel à ton corps. Mais si on regarde les sources alimentaires d'oméga 3, il n'y en a pas tant que ça déjà, tu vois. Des études montrent que ce sont les sources d'oméga 3 animales qui sont les mieux assimilées par l'organisme à hauteur de 30% seulement, tu vois. Donc ça, quand je parle animal, c'est tous les poissons gras, sardines, saumon, maquereau, harengs, anchois, flétans, ben voilà. Les œufs de poule nourris aux graines de lin, parce que les graines de lin, c'est une source d'oméga 3 végétale qui, lors de la digestion par la poule, est convertie en oméga 3 animal, et ces oméga 3 animales sont véhiculés par le jaune d'œuf. Voilà. Donc, ça, c'est une façon d'avoir aussi une source d'oméga 3. Après, bien sûr, tu as des graines, des végétaux qui vont t'apporter des oméga 3, comme les algues, comme certaines algues. On va te dire, oui, les graines de chia aussi, il y a des sources végétales, d'oméga 3 végétales. Oui, les graines de lin, le colza, voilà, tout ça, c'est bien. Des études montrent que c'est assimilé à hauteur de 7 à 8%. Tu vois? Donc là, on parle bien de 3 à 4 fois moins que les animaux. Sachant que tu as quand même un grand besoin de ça. Mais bien évidemment, la magie physique fait que si tu n'en manges pas, tu survivras. Tu survivras, bien évidemment. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste survivre ou vivre à ton plein potentiel? C'est ça que je veux dire. Par rapport aux compléments. C'est analyse tout ce que tu fais, comment tu vis, comment tu dors, comment tu manges, comment tu bouges, comment tu respires, comment tu bois. Et après, c'est toujours dans ma pyramide nutritionnelle, les compléments alimentaires. C'est à la pointe. C'est la dernière chose à voir. Mais à la base, il faut t'apporter assez de calories, avoir une bonne répartition macronutriments, des apports en micronutriments, donc t'assurer de la diversité, de la qualité des aliments. Et après, au-dessus, tu as deux choses. Tu as le timing de la nutrition, ça c'est plus pour les sportifs, mais au-dessus, c'est les compléments. Les compléments qui vont venir compenser certains besoins et voir ce que toi tu recherches. Parce que si ton truc c'est plus le focus mental, il y a des compléments qui vont t'aider pour le focus mental. Si tu es plus quelqu'un de stressé, il y a des compléments qui peuvent t'aider pour gérer le stress. Tu vois, des compléments naturels bien évidemment, ça peut être du magnésium, ça peut être des choses faites à base de plantes, tu vois. Mais à la base, il y a une base. Il y a une base. Il y a les piliers de la santé, ce que j'explique, les piliers de la santé, tu vois, hein, oxygénation, hydratation, sommeil, activité physique, alimentation et la gestion du stress. Et au-dessus, après, il y a cette pyramide nutritionnelle, je le répète, calories, les macronutriments, les micronutriments et les compléments alimentaires. C'est top, c'est hyper clair et c'est hyper intéressant. Écoute, d'habitude, je pose la question justement concernant les piliers de la santé. Je demande à mon invité quels sont les piliers de la santé selon lui. Bon, on vient d'en parler pendant peut-être 1 heure, donc je pense qu'on l'a compris. Par contre, il y a une question que j'aime bien poser qui est compliquée à répondre parce que c'est multifactoriel, j'en ai bien conscience, mais j'aime bien la poser quand même. Alors c'est un peu farfelu, mais tout ce dont on a parlé, la nutrition, le sommeil, la gestion du stress, l'activité physique, comment tu respires, etc., etc. Si tu devais n'en choisir qu'un, vraiment en mode t'es un peu en survie et on te laisse le choix que de chouchouter un seul. Est-ce que ça serait le sommeil? Est-ce que ça serait la nutrition? Est-ce que ça serait l'activité physique? Et je parle que pour toi, hein. Je parle pas, c'est pas un conseil général. Okay. Lequel, par exemple, je sais pas, pendant un certain temps, t'as pas le choix, il y en a qu'un seul que tu peux chouchouter. Lequel tu chouchouterais en premier? Moi, c'est clair et net. Pour moi, ce serait l'activité physique. Ok. C'est inscrit en moi. Après, Yes. tu me poses la question de manière générale, c'est le sommeil. Ok, hyper intéressant. Ah. Hyper intéressant. Écoute, on va arriver sur les questions de fin. Tu as toujours un tout petit peu de temps ou pas? Ouais, vas-y.
Alors là, c'est des petites questions de fin que j'aime bien poser maintenant à mes invités. C'est plus pour faire un portrait de la personne, mais en mode détente, hein. C'est vraiment c'est tranquille. Je vais te poser des questions plus ou moins farfelues. Et en gros, l'idée, c'est tout simplement que tu répondes, hein. Il y a pas de piège ou quoi. En tout cas, juste pour résumer tout ce qu'on a dit, c'était hyper intéressant. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça montre aux gens, là, les auditeurs qui écoutent, si vous voulez aller mieux ou si vous avez des problèmes de santé, il y a vraiment plein de choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et donc, vous n'êtes pas des victimes. Vous pouvez vraiment prendre les choses en main et notamment vous faire aider si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, ce qui est tout à fait normal parce que c'est un métier. Donc c'est très positif. On peut vraiment agir pour aller mieux. Voilà. Donc les petites questions de fin. Qu'est-ce qui te met en joie au quotidien? Qu'est-ce qui t'épanouit au quotidien? Qu'est-ce qui m'épanouit au quotidien? Ou qui te met en joie? L'abondance. L'abondance autour de moi, l'abondance d'amour, l'abondance d'aliments. Ok. D'aliments. Ouais, quand moi je me lève, je sais que je vais pas avoir faim, tu vois. Ouais. Ça me met en joie, tu vois. Hmm. Il y a tellement de choses qui me mettent en joie. Des fois, ça dépend de ma vie. Je me lève le matin, ah super, c'est la journée deadlift, j'adore ça. Et là, je suis en joie. Voilà, tu vois, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est génial. Voilà. C'est marrant, on l'entend pas souvent ça, et c'est vraiment bien comme réponse. Le fait de pas avoir faim. En fait, c'est tellement normal pour nous de pas avoir faim C'est en fait que tellement banal dans notre ouais, ouais. société, mais il y a des millions de personnes. On a même dit qu'il y avait 1 milliard de personnes qui étaient dans la faim quotidienne. Hmm. Et ça, punaise. Moi, tu sais, on en a parlé lors du premier épisode. J'étais militaire, j'ai voyagé, j'ai vu en Afrique. Hmm. J'ai vu des gamins qui avaient pas de flotte, pas d'eau. Tu vois, je parle des fins, mais qui avaient pas d'eau. Et ça, franchement, quand je me lève, moi, que je sais qu'on a à manger, mais ben voilà, moi, je dis Reconnaissant. merci, quoi. Merci Hmm. l'univers. Bon, c'est génial. Euh, Quelle croyance irrationnelle as-tu? Alors, je te développe le truc. Est-ce que tu as une croyance qu'on appellerait dans notre société irrationnelle? Ça peut aller du truc assez terre à terre, du genre, il n'y a pas de hasard, tout est écrit, ou alors il y a des synchronicités, ou ce qui devait arriver arrivera, jusqu'au truc un petit peu plus farfelu, du genre, je sais pas, moi, tu crois à la vie après la mort. Enfin, quand je dis farfelu, c'est pas un jugement de ma part, c'est Hmm. ce qu'on Ouais, entendrait farfelu aujourd'hui dans nos sociétés. Ou alors même des trucs genre tu crois aux anges ou je sais pas, aux démons. Voilà. Est-ce que tu as des croyances qui peuvent être considérées comme irrationnelles ou pas du tout? ouais, je pourrais en avoir, ouais, bien évidemment. Moi, je crois déjà dans la loi de l'attraction. Ok. La loi de l'attraction, les lois de l'univers. Je crois en l'univers. Et tout n'est pas écrit. C'est ce que toi tu écris aujourd'hui qui fait que demain sera écrit. Mais si tu ne le fais pas, ça n'arrivera pas. La loi de l'attraction, la loi de l'intention. Moi, je vais te dire, hein, quand j'ai lancé mon activité Purple Bell Kitchen, tu sais, au début, tu rames, Mm. hein, tu es naturopathe, tu essaies de mettre un truc en ligne, tu gagnes 80 euros, 100 euros par mois. Et ben, le matin, je me levais, je faisais mon rituel à 5 heures du match, j'étais sur mon rameur et j'envoyais, et à chaque coup de rame, je me disais, mon énergie attire l'abondance. Mon énergie attire l'abondance. Ah, et je répétais ça, et je répétais ça, et je répétais ça. Et en fait, je conditionnais que c'était mon énergie, ce que j'allais déployer dans la journée, qui allait attirer cette abondance. Eh Mm. bien, ça arrive, ça arrive. Pareil, loi de l'intention, loi de l'attraction. Je me mets le matin, j'écoute une méditation guidée, c'est méditation de l'abondance. Eh ben, à chaque fois que je fais cette méditation, dans la journée, alors vraiment, je m'implique mentalement dedans, hein. À chaque fin de journée, je sais que j'ai au moins un nouveau client qui m'a contacté. Tu vois. Donc, je sais que c'est ce que ce que ton cerveau va émettre comme onde, t'envoie un message à l'univers. Et si tu le fais de manière correcte et que tu es correct avec l'univers, eh ben, l'univers te le renvoie. Super. Ça me plaît beaucoup. Puis on sait aussi pour
pour les personnes qui écoutent et pour qui ça peut paraître peut-être trop farfelu, bah déjà, rester l'esprit ouvert, ça fait toujours du bien. Et, et on sait aussi aujourd'hui, si vous êtes plus études et tout, que le pouvoir des pensées est vraiment énorme sur le corps, sur le cerveau. Enfin, il y a vraiment des. Si vous êtes plus dans ce genre-là, très pragmatique, il y a vraiment des études qui montrent que les pensées que vous avez influencent votre corps et tout ce que vous attirez, quoi. Donc, Et Alex, mais la preuve que le cerveau influence la réponse de ton corps, c'est ni plus ni moins. J'invite tout le monde à penser à des scènes érotiques. oui, c'est Voilà, et oui, voilà, oui, le pouvoir du cerveau, quoi. c'est Aussi ça. simple que ça. J'avais entendu David, mon pote David de Limitless Project dire ça. Mais Enfin, oui, mais oui. ouais, ouais. Salut David, si tu nous écoutes. Qu'est-ce qui non, attends, c'est pas ça. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ça serait? Un super pouvoir, voler. Ah, c'est marrant. Ouais, ouais. C'est un truc hein, qui revient. Alors vas-y, dis-moi, explique-moi pourquoi. Voler, en fait, moi, je suis un apôtre de la liberté, quoi. Et ben, voler, tu vas où tu veux, tu vois. Tu vois, Ouais. tu prends de la distance aussi avec les choses. Ça te permet de prendre de la distance. Ça te permet de t'isoler aussi. Tu vois les choses sous une nouvelle perspective. Tu vois, c'est pas juste dire je suis Superman. C'est aussi ce côté mental, Hmm. à analyser les choses. Tu prends du recul. Tu vois la situation dans sa globalité. Et aussi, Hmm. ben, pareil, le côté plus, ben, tu te déplaces, tu vas où tu veux, quand tu veux, plus rapidement. Voilà. Hmm. Ah, alors c'est vraiment marrant hein, parce que on va voir ce que ça donne avec les nouveaux invités, mais là je crois que ça fait 3 invités avec toi qui me répondent ça. Donc il y a un truc fondamentalement dans le gène humain, on dirait, ouais, qui est attiré par ça. Et bon, je le dis à chaque fois, mais pendant un moment, je faisais des rêves lucides. Je pratiquais les rêves lucides. Et du coup, j'arrivais à voler dans mes rêves. Et tu sais, je le ressentais vraiment comme si c'était la réalité, quoi. Mm. Et je me dis aussi, quand tu parles du recul, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien faire de l'alpinisme, c'est que quand tu es en haut d'un sommet, ben, d'une certaine façon, tu es isolé et puis tu vois les choses de tout en haut et on n'est pas habitué à ça. En tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens? Des traits de caractère ou des comportements ou autres? L'empressement. Ah, ok. Les gens qui veulent tout de suite, ça m'exaspère. Les gens qui sont pressés. Et je te le dis, et si ma femme écoute ça un de ces jours, c'est directement contre elle. Quand elle a décidé quelque chose, c'est tout de suite, tu vois. Et je lui dis tout de suite, tout de suite. Et ça m'exaspère. Et c'est ma femme, mais c'est aussi toi au quotidien, tu vois. Ouais. Les gens sont pressés. Alors je comprends, le style de vie conditionne, mais t'es dans les files d'attente, paf, les gens essaient de te passer devant. Ça m'exaspère. Ouais. Ça m'exaspère. Voilà. C'est ça qui m'exaspère le plus, c'est l'empressement. Ouais, je comprends. Ok, ok. Si tu pouvais remonter dans le temps, quelle époque tu choisirais et pourquoi? Ça peut aller très loin, hein. Ça peut aller au tout début de l'humanité ou beaucoup plus proche que maintenant, hein. Moi, si je devais remonter dans le temps, j'ai jamais pensé à ça, tu vois. J'aime bien J'ai poser jamais pensé à Prends ton ça temps. Prends ton temps. et ça pourrait vraiment être, allez, toi, j'étais militaire, donc forcément, je repense à des grandes batailles de l'histoire. Mais en Mmh. fait, non, parce que comme j'ai vécu, j'ai pas vécu des grandes batailles, mais je sais ce que c'est et j'aimerais pas vivre ça. Mmh. Mais quelque, j'aimerais vivre à une époque euh, qu'on connaît pas, tu vois, Ah ouais. l'inconnu. Parce qu'en Mmh. fait, tout ce qu'on a maintenant, bon, c'est l'histoire écrite par les vainqueurs, c'est l'histoire qu'on estime s'être passée. Mais s'il y avait un moment de l'histoire qu'on ne connaissait pas, des civilisations qu'on n'a pas connues, euh, voilà, moi c'est ça que j'aimerais découvrir. Pas des choses qu'on sait déjà. Ce Ouais. serait voilà, voir un film déjà vu, non. Moi j'aimerais aller remonter à une époque que personne n'a vue. Ouais, je comprends. Je comprends. Et si par contre, je te posais la question différemment, si tu devais vivre
Donc vraiment être incarné dans un corps et vivre, pas juste voir, tu choisirais quelle époque? Si je devais vivre, Ouais, genre t'es Julius, ouais, mais dans une autre époque, quoi. Donc il faut vraiment que tu vives la vie de l'époque et tout. ouais, les années 50, Ah, ok. Ouais, 1950, après-guerre, ouais. tout le monde s'est calmé en France. Le côté, toi, il n'y a pas encore toute cette technologie. Hmm. C'est plus un rythme humain. Ouais. Euh, voilà. Enfin, c'est comme moi je me la représente et comme mon père qui était né en 1953 à la campagne me décrivait et c'est vraiment une époque que j'aurais aimé vivre. Ouais, ben, j'en parlais avec Kylian dans un autre épisode. Je lui ai posé la question, il m'a répondu pareil. Je crois qu'il a dit 50 ou peut-être 60, je sais plus, mais c'est un peu la même période. Et effectivement, alors je me répète du coup, mais mon père aussi, on en parle de temps en temps. Et lui il a vécu à cette époque aussi. Et quand il en parle, tu sens il y a une certaine nostalgie, et puis tu sens que l'époque était sereine, quoi. C'était une belle époque, hein, on dirait. En tout cas pour nous, occidentaux, évidemment, hein, Oui. mais voilà, quoi. Ok, ok. Julius, est-ce que tu as des rêves ou des projets à venir? Ou est-ce que tu es bien comme ça? Et bah, déjà, tu as parlé de plein de trucs, tu as des compètes et tout. Je te laisse répondre. Ouais, bah, comme je dis, hein, j'ai des compètes, j'ai des objectifs. Mais rêve, projet, moi, je vais pas te dire que rêve, parce que rêve, ça peut paraître inatteignable. Et pour moi, Hmm. il y aurait rien d'inatteignable. Donc, plus des projets, une checklist, quoi, en gros. Ouais, J'aimerais me faire le trajet de Saint-Jacques-de-Compostelle. trop bien. Ouais. Alors, peut-être pas en une fois, hein, tu vois, mais en plusieurs fois. Parce que voilà, je suis concrète avec ma vie de famille et professionnelle. Il faut que ça se planifie. Donc ça, j'aimerais bien faire. J'aimerais aussi vivre une partie de l'année à l'étranger au soleil. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années parce que ça se finance, ça s'organise, ça se planifie. Quand tu es père de famille, entrepreneur, c'est pas facile à mettre en place. Oui. Et j'attends pas d'aller vivre au soleil, j'attends pas la retraite, tu Ouais. vois. Donc c'est du travail quotidien, c'est de l'investissement, c'est des sacrifices, c'est de la réflexion, c'est des compromis. Donc ça, c'est vraiment un projet sur lequel je travaille beaucoup. Ok. Euh, Est-ce que tu as un pays en tête encore, ou une région ou... alors j'avais les pays en tête, mais là, tu vois, dans l'histoire de compromis, ce sera pas dans ce pays-là que ça se passera, mais ce sera Ok. plus proche. Mais Ok, oui, ok. moi, en tout début, je visais la Thaïlande, je visais le Mexique, tu vois. Bon, c'est visé pour ailleurs. Donc, tu vois, comme tu comprends, toi, c'est déjà ciblé, mais ça reste un projet, c'est pas encore fait. Mais voilà, des pays, tu vois, distance, on s'éloigne un peu de notre culture actuelle. Toi, je te parlais de l'empressement qui m'exaspère. Hmm, Faut hmm, sortir vraiment de ça. Et hmm. pourquoi la chaleur? Parce que j'adore la chaleur, même si je m'expose très régulièrement au froid. Mais j'adore la chaleur. Et puisque la chaleur, pour moi, ça apaise aussi les gens. Tu vois, Hmm, la chaleur apaise les gens. hmm, T'es plus relâché quand il fait chaud, d'ailleurs, tu vois. hmm. T'es bien. Euh, Ouais, quand le temps est pas beau, quand il fait pas beau, ben les gens font la gueule, les gens ouais. sont plus stressés et tout. Et moi, j'ai pas envie de vivre dans ces conditions. Hmm, J'ai 41 ans, j'estime qu'il me reste encore la moitié de ma vie à vivre. J'ai pas envie de passer la moitié de ma vie avec des gens qui font la gueule. hmm. Voilà, et avec un climat qui me plaît. Voilà. Mais une partie de l'année, tu vois, pouvoir voyager. Bon, voilà, ça se planifie. Ça, c'est mon gros projet. Super. Ouais, c'est super. C'est marrant, on a pas mal de points communs, j'ai l'impression. Enfin, on en parlera en off tout à l'heure. Euh, Dernière question, Julius. En quoi le Julius d'aujourd'hui est différent du Julius d'hier? Et par hier, tu peux mettre hier littéralement, ou tu peux mettre des mois, des semaines, des années, ce que tu veux, ce qui te parle le plus. En quoi il est différent? Ben, il a deux gamins, quoi. Il a deux gamins, et ça, ça te change la vie, quoi. Ça te change la vie d'un point. Tu prends plus les décisions, tu prends plus les mêmes décisions. Ça te met à la fois des barrières, mais ça t'ouvre d'autres opportunités. Tu es obligé de réfléchir comme un père de famille et plus comme un célibataire. Toi, tu es Hmm. obligé de prendre en compte ton clan, l'avenir que tu veux pour tes enfants, euh, et quelles valeurs t'aimerais faire passer euh, à la, aux futures générations parce que tu inculques à tes enfants, tu vois. Et Oui. donc,
avant, quand j'étais célibataire ou quand j'avais pas d'enfant, bah voilà, tu fais tout pour toi. Toi, j'étais pas le summum de l'égoïsme, pas du tout, mais toi, dans l'égocentrisme un peu. Mm. Et je suis beaucoup moins égocentrique et plus dans le partage, même si forcément ça se passe pas comme tu voudrais. Et donc le Julius d'aujourd'hui il est aussi plus patient, parce qu'il a compris que tout n'allait pas se passer tout de suite. C'est pour ça aussi les gens qui veulent tout de suite, ça m'exaspère, parce que c'est aussi un reflet de qui j'étais avant et qui m'exaspérait. Donc c'est comprendre que tout ne se passe pas. Tu veux véhiculer des choses à tes enfants, mais tes enfants ne sont peut-être pas eux prêts à entendre ce message et vont prendre l'exemple ailleurs, tu vois. Et peut-être que si je baisse pas les bras aujourd'hui, je sème une graine qui rejaillira dans plusieurs années, je l'espère, ou pas. Ça, ce sera leur vie. Mais donc, tu vois, c'est un Julius plus patient, moins égocentrique et qui est ouvert à tout ce que l'avenir pourra lui apporter, et pas planifier, ce sera comme ça et autres. Tu vois. Ouais, on sent un certain recul et une certaine sagesse dans ce que tu dis. C'est super cool. Bah, écoute, Julius, encore merci d'avoir été mon invité. Je te souhaite que du bien pour la suite. Si vous voulez retrouver Julius, c'est sur Purple Belt Kitchen, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Tu es sur Instagram, tu as un site. Sur Instagram, j'ai un site internet, je suis sur Facebook et sur YouTube, où je donne pas mal de conseils sur des recettes, des conseils style de vie, entraînement, des journées avec moi, des interviews avec des champions, voilà. Ouais, allez faire un tour. Moi, je connais son contenu du coup, et c'est vraiment chouette. Donc, allez faire un tour, ça vaut le coup. Merci beaucoup et à une prochaine. Merci Alex. Si vous avez bien aimé ce podcast et que vous voulez le soutenir, c'est hyper simple. Une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis aussi, partager en fait à un ami ou une connaissance. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Ciao!